Je m'appelle Florian Fouché, je suis consultant en alimentation durable, c'est-à-dire que je travaille sur la durabilité des systèmes alimentaires. Et je vais emboîter le pas sur ce qu'a dit Edouard sur les déchets. Moi, je vais me focaliser pendant 10 minutes, un quart d'heure sur le gaspillage alimentaire, donc les déchets alimentaires, et comment il y a un lien avec le climat et comment on pourrait trouver des solutions pour réduire ce gaspillage. Donc, si on part de l'idée qu'ici on a la production alimentaire mondiale sur une année, soit à peu près 4 milliards de tonnes de produits agricoles qui sont produits chaque année. Il y a un tiers, alors ça s'est noirci un petit peu sur le haut, c'est plus joli sous PowerPoint, mais on va faire avec. Il y a un tiers de cette production qui est jetée, perdue ou gaspillée le long des filières alimentaires. Est-ce que c'était un chiffre que vous connaissiez déjà? Un tiers, vous connaissiez? Ça a été, pourtant, tu devrais connaître, c'était dans le PowerPoint le précédent PowerPoint. Donc voilà, on estime, donc c'est un chiffre qui a été établi par la FAO, qui est sorti il y a 3 ans à peu près, 2012. Comme beaucoup de choses, ça nécessite encore d'être affiné, mais néanmoins ça a mobilisé les gens et ça a éveillé les consciences sur le fait qu'il y avait une partie de cette production qui n'atteignait pas les consommateurs, alors qu'à la base, elle est produite pour nourrir les hommes. Et donc, rapidement, pour clarifier de quoi on parle, donc on va parler tant des pertes agricoles en amont que de gaspillage sur l'aval de la chaîne. Donc en fait, du gaspillage alimentaire, donc qui contient les pertes et ce qu'on va plus spécifiquement parler de gaspillage, il y en a au niveau de la production, du stockage, du transport, de la distribution, de la consommation, sur toute la filière en fait. Ça intervient dès la production parce qu'il y a parfois une mauvaise technique de production, il y a des mauvaises techniques de récolte. Ça intervient lors du stockage parce que parfois il y a des déficiences en termes de stockage en France, à l'étranger et surtout dans les pays en développement. Ça intervient aussi au niveau de la transformation avec des chaînes qui ne sont pas optimisées et où il y a énormément de pertes en ligne. Ça intervient aussi au niveau du transport, en termes de conditionnement, utiliser certaines cagettes, certains moyens de transport par rapport à d'autres, ça joue énormément à ce niveau-là. Et des aspects qu'on connaît mieux, ça va être plus au niveau de la distribution et des consommateurs. On évoquait tout à l'heure, il y a une petite question à ce sujet, au niveau des supermarchés. Il va y avoir une inadéquation entre l'offre proposée et la demande, ou des délais de conservation trop courts, ou en tout cas des enjeux de qualité, des enjeux de standard qui vont faire que beaucoup de nourriture est gaspillée à cet endroit-là. Et aussi au niveau des consommateurs et des ménages, des restaurants, etc., où on a parfois de mauvaises pratiques, on va mal gérer son frigo, on va mal proportionner les quantités au restaurant, chez soi, etc. Donc c'est un gaspillage qui intervient à toutes les étapes, qui concerne beaucoup d'acteurs. Nous sommes concernés, les industriels sont concernés, les politiques sont concernés, les producteurs sont concernés, tous les acteurs qui interviennent ou qui touchent un aliment agricole, qui mange une pomme, sont concernés, ou qui la produisent, enfin qui sont sur cette filière. Toutes les filières aussi sont touchées par l'enjeu. Ce n'est pas uniquement les betteraves et pas les pommes, uniquement les céréales et pas l'orge ou le blé, enfin toutes les filières agricoles, plus ou moins, de manière plus ou moins importante, sont concernées par cet enjeu de gaspillage alimentaire, et aussi tous les pays. Et on en reparlera après. Ici, en Europe, aux États-Unis, en Asie, tout le monde est touché parce que c'est aussi parfois des filières intégrées et qu'il n'y a pas des solutions miracles dans un pays, alors qu'il n'y a pas d'île, j'ai oublié le nom de l'île qui nous a été présentée tout à l'heure, il n'y a pas d'île miracle encore sur le gaspillage alimentaire. Et alors, ce qui nous vient le plus facilement à l'esprit quand on parle de ce sujet, ce qui marque le plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 personne sur 8 dans le monde à peu près, ça évolue, qui souffrent de la faim. Là, il y a 8 personnes, vous ne voyez pas, la petite personne à la fin est d'une autre couleur, donc il y a 1 personne sur 8 qui est touchée. Là, il y a eu un rapport très très récent, je crois que j'ai vu ça dans Le Monde il y a quelques jours. Le dernier chiffre était, on évoquait entre 800 et 850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc quand on parle gaspillage alimentaire, souvent c'est ça qui vient à l'esprit, c'est comment c'est possible qu'il y ait des gens qui souffrent de la faim alors qu'on a les aliments à disposition, en tout cas on produit suffisamment de nourriture. Mais
Mais ça, c'est un sujet majeur. Hein. Mais simplement, la connexion n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que vous allez économiser, vous allez recuisiner quelque chose que vous auriez prévu de jeter, ou parce que là, on va manger des invendus d'un supermarché, que quelqu'un ailleurs dans le monde va bénéficier d'un repas. Ce n'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, c'est un sujet d'un point de vue éthique, qui fait que moi, je m'investis sur cette thématique, mais qui doit tous nous toucher, je pense. Mais au-delà de ça, quand on jette une pomme, donc bon, les images sont à peu près bonnes, on jette aussi beaucoup d'autres choses, en fait. Il y a de la terre, des terres qui ont été utilisées pour produire cet aliment. Et donc, c'est des terres qui n'auront servi à rien, en fait. On aura exploité le sol, on aura éventuellement diminué sa fertilité si on ne le fait pas de manière, comment on dit, écologiquement intensive. Et donc, c'est déjà très négatif pour l'environnement. On utilise beaucoup d'eau pour produire. Et toute l'eau qui aura été utilisée pour produire, c'est un tiers de nourriture qui finit par être jetée. C'est de l'eau perdue. Si on fait les ratios avec ce tiers-là, on estime à une quantité comme 3 lacs Léman d'eau qui aurait servi à rien. On estime que la surface agricole qui aura été exploitée pour être jetée ou gaspillée, c'est plus grand que le Canada. De même, il y a des ressources humaines, il y a la force. On parlait tout à l'heure qu'il y a une agriculture industrialisée peut-être en Occident, mais même, et en Afrique ou dans les pays en développement, c'est les gens, ils le font par eux-mêmes, ils travaillent la terre avec les mains. Toute cette énergie gaspille aussi. Et enfin, forcément, il y a toujours, on parlait des déchets, il y a forcément un enjeu économique derrière. Pas un enjeu économique, mais un angle économique, puisque c'est des investissements énormes qui vont être réalisés, et un tiers de ces investissements vont finir à la poubelle ou finir par être jetés. Je ne sais pas si c'est beaucoup, si ce n'est pas beaucoup, on évalue ça à 750 milliards de dollars par an. Ce qui me semble, moi, être un peu beaucoup quand même. Et au-delà de ça, parce que vous le savez, l'agriculture a un impact climatique, ça produit des gaz à effet de serre, avec des belles lettres, CH4, CO2 et autres. Et donc, le fait de gaspiller cette nourriture fait qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui auront été émises pour rien. Et en plus, après, il y a toujours cette réflexion de revalorisation, etc. Mais à la base, on aura travaillé la terre, on aura produit des aliments pour rien. Et donc, c'est ce lien entre le climat, finalement, et le gaspillage alimentaire qu'on va parfois oublier. Voilà, on pense juste qu'il y a des gens qui n'ont pas faim et nous, on gaspille, ou d'autres gaspillent. Mais voilà, ce gaspillage, il va bien au-delà de l'approche éthique. Et du coup, si on devait le rapporter si on devait considérer que le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Après les États-Unis, après la Chine, il y aurait le pays gaspillage alimentaire, en termes de quantité. Je crois que toujours les chiffres, c'est un peu compliqué en termes de précision, mais je crois que ça représente 3,3 gigatonnes d'équivalent CO2. Donc c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que ça a un rôle, ça doit avoir sa place du moins, dans des discussions climatiques. Même si ce n'est pas ce à quoi on va penser prioritairement, ça a sa place. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. On appelle ça la pyramide des solutions, dans la thématique du gaspillage alimentaire, des plus préférentiels ou moins préférentiels. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je vais me focaliser sur les 2 premières, où en fait, l'idée de ces 2 premières, Source Reduction et Feed Hungry People, c'est de dire on a produit de la nourriture qui devait être destinée à l'alimentation humaine, et d'une manière ou d'une autre, ça nourrira les hommes. Donc on diminue le gaspillage, ou alors, si on se retrouve avec des invendus, on le valorise auprès de gens qui sont dans le besoin. Les solutions suivantes sont des solutions, mais qui valorisent le produit alimentaire tel qu'un déchet. On nourrit les animaux, on l'utilise pour du compost et autres. Je considère que, et les solutions que je vais évoquer après sont focalisées sur ça, que quitte à utiliser tant de ressources, tant d'eau, tant de terre, tant d'énergie pour produire une pomme, il faut que ça aille nourrir un homme, faire du compost avec. Ce n'est pas la solution optimale, même si, en dernier recours, il faut se tourner vers ça. Alors là, c'est la France au niveau des solutions, donc parlons solutions.
peut-être que ces initiatives vous évoquent des choses, vous en avez entendu parler, vous investissez dessus ou pas. Mais en gros, c'est un peu les initiatives qui existent en ce moment en France. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais j'ai référencé ça en fonction de celles que je connaissais majoritairement. Donc, elles vont intervenir soit sur l'approche, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de gâchis. Donc, c'est zéro gâchis, Optimiam, par exemple, qui sont là-haut. Ça permet que des produits qui arrivent proches de leur date de péremption ou que le boulanger pense que ça ne va pas être vendu, vous avez une application qui vous donne l'information dans votre quartier, ça existe à Paris et dans d'autres endroits en France, et qui vous permet, à un tarif inférieur, de disposer de ces produits alimentaires. Donc comme ça, on évite que des aliments quelconques se prédestinent à être un déchet. Il y a d'autres initiatives où on va valoriser les invendus, comme le Disco Soup et Andes. Donc Andes, c'est l'association des épiceries solidaires. Donc pour parler de Disco Soup, c'est en fait on va prendre des surplus de supermarchés, de magasins quelconques, et on va les recuisiner sous forme de soupe ou d'autres plats en musique, etc. Et on va sensibiliser au gaspillage alimentaire. C'est une petite action, mais néanmoins c'est très diffusé en France, en Europe et même à travers le monde, et ça contribue à éveiller la conscience sur ce sujet. Ensuite, il va y avoir comment on sensibilise les gens un petit peu aux légumes moches. Vous avez peut-être entendu cette campagne, c'est une campagne d'un supermarché, d'un industriel, qui dit qu'une carotte qui a deux têtes, c'est pas bien grave, ça reste une carotte, on peut la consommer. De même, les gueules cassées, c'est une marque qui vient de sortir, vous trouverez peut-être des paquets de céréales, je crois qu'il y a du camembert, il y a 3-4 produits, où en fait c'était que ce qui était destiné à être jeté, eux le reconditionnent et le vendent en disant c'est pas parce que votre céréale chocolat, elle n'a pas la bonne tête que vous ne pourriez pas la manger. Bon, je ne vais pas faire le tour. Phoenix est une association qui contribue à mettre en relation les associations caritatives qui ont des besoins alimentaires avec des industriels qui ont des surplus. La loi qui a été évoquée tout à l'heure, qui est donc intégrée en fait, ce sont des amendements qui sont intégrés dans la loi de transition énergétique et qui obligent les supermarchés à redistribuer leurs invendus aux associations. Ils auront besoin d'intermédiaires pour créer cette logistique, parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est une loi qui est intéressante, néanmoins, ce n'est pas si simple que ça pour des associations d'aller s'approvisionner auprès de supermarchés ou de savoir exactement les stocks qu'il y a à disposition, etc. Enfin voilà, il y a des initiatives en France, ce qui est très positif quand même, ce qui montre qu'il y a une dynamique. Ça reste parfois des initiatives un peu entrepreneuriales, à petite échelle. Néanmoins, là, il y a un petit logo anti-gaspi de Carrefour qui montre que des entreprises de la distribution réfléchissent aussi à comment sensibiliser les consommateurs, comment travailler dans leur magasin et aussi comment regarder sur l'amont. Et là, il y a la petite pomme anti-gaspi qui est la pomme je crois que c'est le ministère de l'Environnement, du Développement durable, etc., qui a lancé un pacte anti-gaspillage avec Guillaume Garot, c'était il y a 2-3 ans. Et la loi pour les supermarchés qui vient de passer est issue un peu de ces discussions. Et donc, il y a quand même une dynamique en France sur ce sujet. Vous connaissiez certaines de ces initiatives? Oui? Un petit peu? Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe ailleurs, en fait? Parce que là, on parlait de la France, mais je vais reprendre l'exemple non, pas l'exemple de la pomme, mais par exemple l'exemple d'une mangue, ou plein d'autres produits, mais une mangue que vous allez jeter chez vous, pas consommer. Elle n'a pas été produite en Île-de-France, la mangue. Donc, c'est des chaînes alimentaires, ce sont des filières. Et certaines de ces filières nous ramènent à l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont produits là-bas. Et donc, quand on parle réduction du gaspillage alimentaire, tant sur les pertes en amont que sur le gaspillage en aval, il faut aussi se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans ces pays producteurs vers où on s'approvisionne? Et l'Afrique est intéressante aussi parce que c'est un continent agricole. Il y a 60% des gens qui travaillent dans l'agriculture. C'est un pays exportateur, c'est un pays où l'agriculture a une place majeure finalement dans le mode de fonctionnement
tous les, c'est un continent, pardon, de tous les pays que compose ce continent. Et d'ailleurs, j'ai fait un amalgame en disant c'est un pays. Non, c'est 54 pays qui composent l'Afrique. C'est une diversité très importante. C'est un continent qui va bientôt atteindre, d'ici 30 ans, plus de 2 milliards de personnes. C'est un continent qui a les plus forts taux de croissance, mais qui montre qu'il y a, dans le monde, ces 10 dernières années, ce qui montre qu'il y a quand même une dynamique qui existe là-bas. Et donc tout ça, faisant, je me suis dit, tiens, on va aller regarder les initiatives, les solutions de réduction du gaspillage alimentaire qui existent en Afrique. Donc là, c'est là où je parle 3 secondes de moi. Donc j'ai fait un tour d'Afrique de ces solutions, de ces acteurs, du moins, qui portent des solutions. J'ai voyagé donc pendant un an dans 16 pays en Afrique, compensé carbone par une entreprise qui s'appelle EcoAct. Donc j'ai fait mon travail en termes de CO2. Et l'idée était donc d'identifier ces acteurs pour ensuite diffuser les solutions, montrer qu'il y a des choses qui existent là-bas, dans ce continent qu'on ne regarde pas assez souvent sur cette thématique du gaspillage alimentaire et sur tas d'autres thématiques. Et le côté positif, c'est qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se font là-bas. Je pense que vous n'en aviez pas entendu parler. Je pense que ce n'est pas ce qui vous vient en tête en premier quand on parle gaspillage alimentaire, mais ça me semble logique. Mais néanmoins, c'est un sujet majeur là-bas aussi. Beaucoup sur l'amont, au niveau des pertes, problèmes de stockage, problèmes de conditionnement. C'est plus marqué à ce niveau-là qu'en France, et un petit peu moins sur l'aval, au niveau des ménages, des distributeurs. Néanmoins, il y a aussi du gaspillage sur l'aval. Ça représente des quantités importantes, sûrement bien plus que ce chiffre d'un tiers. Parfois, il y a des agriculteurs qui m'auront évoqué 70, 80, 90%, 100% de leur production qui aura été perdue parce qu'ils n'ont pas de moyens de conservation, parce qu'ils n'ont pas pu accéder au marché. D'autres, dans des pays un petit peu plus développés, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Ghana, ils vous parlent de gaspillage, ils vous disent que ils sont eux-mêmes révoltés face à ces supermarchés, face à ces industriels, face à ces restaurateurs qui vont avoir trop de produits ou trop cuisinés et qui ne sauront pas quoi faire de leurs invendus, de leur reste. Et donc c'est un sujet. Et ces gens qui sont là, c'est quelques personnes parmi les 60-70 que j'ai rencontrés là-bas qui mettent en place des solutions. Et donc je vais juste en passer 3-4, histoire que vous vous représentiez ce que ça peut signifier. Donc c'est parfois des solutions technologiques, parfois des solutions organisationnelles, parfois des choses simples, parfois un peu plus compliquées. Là, c'est 3 photos pour vous simplifier le regard. Donc c'est au Kenya, en Tanzanie, en fait, là-bas, ils vont produire, c'est une zone assez maraîchère, ils vont produire, par exemple, ils produisent des carottes ou des tomates, sauf qu'ils n'ont pas moyen de conservation. C'est des zones parfois isolées, sans accès à l'énergie, et donc pour les producteurs ou même aussi pour des foyers qui veulent conserver, ils ont un temps très court pour vendre, ils ont un temps très court pour consommer. Et c'est là où eux évoquent entre 60 et 70% de pertes sur les tomates pour un producteur, juste parce qu'il n'a pas pu conserver sa production et il n'a pas pu le vendre à temps, cette production n'a pas pu être consommée. Ça, c'est une solution locale. Donc ça s'appelle le ZEC, donc c'est zéro énergie évaporative couleur. Donc c'est un système assez simple où en fait vous avez 2 parois de 2 murs avec du sable à l'intérieur, du sable humidifié, et l'évaporation créée par ce sable permet de refroidir l'espace à l'intérieur où vous stockez des aliments. Il y a une différence de au moins de 10 degrés entre la température extérieure et la température intérieure de l'espace de stockage. Et il y a aussi un taux d'humidité qui reste très élevé, jusqu'à 95%, comparé à 40 à 50% de taux d'humidité dans certaines zones. Et donc, ils arrivent à conserver jusqu'à 7 jours correctement vendables et jusqu'à 10 jours consommables des produits au lieu de 48 heures par le passé. Là-bas, il y a je crois que c'est 2000 agriculteurs qui sont touchés par le projet. Il n'y a pas 2000 ZEC qui ont été construits, mais néanmoins, le but, c'est de mobiliser les gens localement, leur apprendre à construire par eux-mêmes ce type de frigidaire, de manière à ce que ça puisse être répliqué. Un autre aspect, un autre projet que j'ai vu, c'est au Ghana.
la transformation est une solution pour réduire le gaspillage alimentaire, du moins pour augmenter la durée de conservation des aliments. Produire de la confiture, faire des fruits séchés, faire du jus ou du vinaigre de mangue, par exemple, c'est une manière de conserver beaucoup plus longtemps et de valoriser différemment une même production. Là, ce n'est pas de la mangue, c'est du manioc. Donc, le manioc, c'est un arbuste où vous consommez en fait la racine, les tubercules, et qui est très très consommé en Afrique subsaharienne. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'une fois que vous l'avez récolté, vous avez 48 heures pour soit le consommer, soit pour le processer, pour le transformer. Et donc, pour des agriculteurs qui sont éloignés des zones de transformation, qui sont dans des zones rurales un peu isolées, cette entreprise qui s'appelle Datco, et qui est une entreprise, alors la solution là, elle ne vient pas spécifiquement de l'Afrique, puisque c'est une entreprise néerlandaise qui travaille avec des acteurs locaux, apporte une unité mobile, c'est ce sorte de conteneur jaune que vous voyez, où en fait il y a un espace de conteneur blanc là-haut, il y a un espace de transformation à l'intérieur qui permet de transformer le manioc en farine ou en petit gâteau qui va ensuite être lui-même retransformé par la suite en fonction des débouchés. Et donc le fait que ce soit une unité mobile, c'est qu'il se déplace sur les zones de production pour être au plus près des producteurs et valoriser le manioc récolté sous 48 heures au maximum. Donc, je n'ai pas de chiffre précis, mais ça réduit aussi sensiblement les pertes et le gaspillage alimentaire sur cette filière. Une autre solution qui est assez intéressante et qui montre que c'est un continent qui bouge aussi, il y a maintenant environ 60% des Africains qui disposent d'un téléphone portable. Donc, ils n'ont pas forcément la 3G, mais ils ont au moins accès à l'information par des messages, par voie orale, etc. Et du coup, les solutions de développement qui émergent en Afrique sur tout un tas de secteurs valorisent la technologie mobile, notamment dans le domaine de l'agriculture et entre autres sur la question des pertes et du gaspillage alimentaire. Ici, on est au Kenya et l'entreprise s'appelle M-Farm. Ce sont des jeunes entrepreneurs kenyans qui ont monté ça à Nairobi. Et l'idée est de dire que ces agriculteurs qui produisent n'importe quelle spéculation localement sont parfois à nouveau isolés, n'ont pas accès au marché et donc n'ont pas, même s'ils ont récolté, ils ne savent pas forcément où vendre, à quel prix vendre et à qui vendre. Et donc, ils ont créé un système de texto et une plateforme Internet pour ceux qui ont Internet, de manière à mettre en relation l'offre et la demande, et des acheteurs qui se trouveraient à Nairobi sont en mesure de savoir qu'il y a 10 kilos d'un produit qui est là, 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 et eux-mêmes vont se déplacer vers les zones de production pour aller acheter aux agriculteurs. Et comme je vous le disais, il y a certains agriculteurs, parfois c'est tellement complexe pour eux d'accéder aux zones plus urbaines ou aux zones de vente, et ça leur coûte tellement en termes de transport, par exemple, c'est un coût important, qu'ils vont préférer laisser de côté l'intégralité de leur production. Donc l'abeille touche, je crois, il y a 7000 utilisateurs du réseau M-Farm, qui dispose d'informations sur le marché où vous savez le prix de telle spéculation en envoyant un texto. Et aussi, vous pouvez donc renseigner la plateforme en envoyant un texto pour dire que voilà, vous avez telle production à tel endroit et s'il y a un acheteur disponible et qui est intéressé, il viendra directement vers vous. C'est intéressant l'usage de la technologie mobile pour le secteur agricole et la manière dont ils s'en servent en Afrique. Et je pense que ça pourrait nous inspirer en France par la suite. Et une autre initiative est donc dans un contexte tout autre, en Afrique du Sud, dans la ville du Cap. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Afrique du Sud, c'est quand même bien plus développé que beaucoup de pays africains. Le Cap, dans certains quartiers, on est comme ici. Et donc, avec des classes moyennes qui ont un pouvoir de consommation, et donc, ils reproduisent aussi les mêmes erreurs que nous. Il n'y a pas de raison qu'ils aient construit leur système alimentaire de manière différente. Et donc, ils ont des surplus. Comme j'évoquais tout à l'heure sur l'entreprise Phoenix, en fait, il y a une entreprise là-bas qui s'appelle, excusez-moi, Food for Thought, qui est donc un jeune entrepreneur sud-africain qui a monté ça, où le but, c'est de mapper et donc de localiser toutes les associations caritatives dans le besoin et de les mettre en relation avec des acteurs industriels, quels qu'ils soient, qui ont des surplus alimentaires. Ça ne paraît pas forcément innovant ici. Je vous ai montré que ça existait déjà en France et depuis plus longtemps.
Néanmoins, là-bas, ça montre que le gaspillage alimentaire sur l'aval, au niveau des consommateurs, au niveau des distributeurs, c'est une vraie réalité et qu'il faut s'en préoccuper, et qu'il y a des acteurs qui se mettent en œuvre pour le faire. Dernière solution, ce n'est pas du tout technique. Vous ne la connaissez pas, moi je ne la connaissais pas non plus avant. C'est une chanteuse qui est célèbre au Kenya. Elle s'appelle Susanna Ouiyo. Et elle est devenue la porte-parole ou l'ambassadrice du gaspillage alimentaire au Kenya et maintenant en Tanzanie. Ambassadrice auprès des Nations Unies, l'UNEP, les Nations Unies enfin, pour l'environnement. Et pareil, c'est un détail, mais ça montre que les choses évoluent là-bas, parce que son rôle, c'est de sensibiliser le grand public à la thématique des pertes et gaspillages alimentaires, de manière à ce que chacun se responsabilise et que chacun agisse pour le réduire. Donc je le redis, des solutions existent. Elles existent en France, elles existent en Europe, parce que celles que je vous ai montrées en France, c'est à peu près la même chose dans les différents pays européens et aussi dans les pays occidentaux de manière générale. Mais elles existent aussi dans les pays en développement. Je vous ai donné l'exemple de l'Afrique, mais je suis convaincu que c'est la même chose en Asie ou que c'est la même chose en Amérique du Sud. Donc il y a un enjeu juste de porter ces solutions, partager ces solutions nord-sud, sud-sud, nord-nord, de manière à diffuser les bonnes pratiques et contribuer donc à faire en sorte que cette nourriture qui finit à la décharge soit utilisée pour l'alimentation humaine, réduire l'impact climatique, réduire l'usage de l'eau et réduire globalement quelque chose qui est moralement inacceptable. Donc voilà, je pense que pour que les solutions de la COP21 finissent pas non plus à la poubelle, il y a un enjeu de prendre en compte la thématique du gaspillage alimentaire et des déchets plus généralement dans les discussions à Paris. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question pour savoir s'il y a des axes de recherche qui sont envisagés pour limiter les exports d'aliments invendus français vers des pays d'Afrique, par exemple. Enfin, je prends l'exemple des poulets bretons. Quand il y a des invendus de poulets bretons, ils sont exportés en Afrique de l'Ouest, notamment, où ils sont vendus à des prix défiant toute concurrence et où, grosso modo, ils font couler les éleveurs locaux, quoi. Ouais. Bon, c'est pas complètement pour réduire le gaspillage alimentaire. Non, mais c'est pour savoir si rééquilibrer le marché localement. C'est pour savoir s'il y a des axes de recherche, des gens qui travaillent sur des législations, des choses pour rééquilibrer ça. Je pense, pas à ma connaissance, mais peut-être. Néanmoins, l'enjeu là serait de faire en sorte qu'il y ait moins de poulets en France qui soient invendus et qui du coup aillent sur un marché secondaire qui est là le marché d'Afrique de l'Ouest qui sait en plus qui est autosuffisant sur certaines denrées dont le poulet, ils n'ont pas de problème en termes d'approvisionnement en poulet. Mais donc là à la base, je ne sais pas s'il y a des réglementations, mais il y a des acteurs qui en France doivent se responsabiliser pour réduire l'offre qu'ils proposent s'il n'y a pas la demande localement qui est disponible. Après, ça reste une voie. Ça reste un produit alimentaire qui, s'il peut finir par être consommé par des gens, c'est déjà un point positif. Que ça vienne déstabiliser un marché en Afrique, c'est un autre sujet, mais parfois, des Sénégalais qui produisent du riz, ils vont préférer, eux, consommer du riz asiatique plutôt que consommer du riz qu'ils ont eux-mêmes produit. Donc il y a aussi plein d'enjeux qui rentrent en cause dans ce cadre-là. Sur ce que vous venez de dire à propos du Sénégal, le Sénégal importe régulièrement de la brisure de riz d'Asie parce que l'Occident lui a commandité il y a des années des productions de rente, en particulier l'arachide. Voilà. Moi, j'avais deux questions. Juste ce voyage que tu as réalisé, du coup, c'était une idée qui est partie de là. Mais pourquoi ces pays ? Combien de temps tu y as passé ? Enfin, je dirais vraiment, comment tu as construit ça en fait ? Est-ce que tu étais un vecteur seulement de ce qu'ils faisaient ou est-ce que sur place, tu étudiais ce qu'ils faisaient pour pouvoir les ramener après ? Et donc la deuxième question, c'est depuis que tu es revenu en France, par quel biais tu as voulu t'attaquer à la problématique ? Tu vois, plus que... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus flagrant en France qui serait capable d'être fait parmi les solutions effectivement qui existent déjà, mais si c'est pas encore démocratisé, c'est qu'il y a des raisons. Et pour toi, du coup, ce serait quoi ce biais, quoi ?
Alors, pour répondre à toutes tes questions, si je travaillais sur les thématiques de, comme je disais, de durabilité des systèmes alimentaires dans leur globalité. Le gaspillage alimentaire est un enjeu parmi des tas d'autres. Néanmoins, j'ai eu l'envie de me focaliser sur ce sujet que je trouvais majeur par les impacts que j'ai cités et aussi où il y avait beaucoup de leviers d'action à toutes les étapes, de la sensibilisation, des actions concrètes, des technologies, etc. Donc je trouvais que la thématique était intéressante. Et quand j'ai voulu m'investir sur ce sujet, c'était donc après avoir travaillé un petit peu dessus, mais via mon propre projet, c'était il y a 1 an et demi. Et il y avait déjà des initiatives en France qui émergeaient. Enfin, il y avait une dynamique. Et donc, je me suis dit, exactement comme j'ai expliqué, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et donc, je trouvais qu'il était intéressant d'aller voir là-bas ce qui se passait. Donc, c'est ça, à la base, qui a été l'élément déclencheur. Ensuite, j'ai traversé 16 pays. Je ne vais pas faire la liste, mais en gros, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, et je suis remonté ensuite jusqu'en Égypte pendant un peu moins d'1 an, en passant à chaque fois entre 2 semaines et 1 mois et demi par pays. Ça dépendait vraiment des solutions que je rencontrais, des acteurs que je rencontrais. Et l'idée était de mettre en avant ces solutions. Je n'avais pas beaucoup plus d'ambition que d'échanger avec les gens que je croisais, le temps d'un rendez-vous, le temps d'une journée d'échange ou d'une visite terrain, ou parfois, au mieux, 2-3 jours dans une zone un peu reculée pour aller voir le projet qu'ils menaient. Donc, en échangeant déjà, je partage les solutions que j'ai identifiées au fur et à mesure, et plus j'avançais, plus j'avais des choses à leur partager. Mais à la base, c'était vraiment de montrer qu'il y avait des solutions. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux, de grands bailleurs, la FAO, la World Bank, l'ONU, enfin, beaucoup d'acteurs interviennent sur ces sujets de sous-nutrition, sur ces sujets de perte alimentaire, etc. Mais néanmoins, ils ne sont pas tournés vers les acteurs moins visibles, ils ne sont pas tournés vers les petites initiatives. Et donc l'idée, c'était de mettre en avant ces initiatives. Et donc, depuis que je suis rentré, j'apporte pas de solution miracle sur le continent africain parce que déjà, il faudrait que j'aille vivre là-bas pour avoir de la crédibilité localement. Donc, l'idée, c'est de dire, diffusons encore auprès d'autres acteurs, des acteurs français, mais j'interviens dans d'autres sphères pour partager ces solutions. Et aussi, là, je travaille à la création d'un réseau d'acteurs du gaspillage alimentaire en Afrique parce que parfois, dans une même ville, il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur le sujet et ces personnes ne se connaissent pas. Et quand il n'y a pas, alors qu'il y en a un qui va avoir avancé, l'autre qui va se poser des questions, et donc en mutualisant et en créant des synergies, je pense que ça peut faire avancer la cause en fait. Donc je m'investis en ce moment de cette manière-là en fait. Et j'aimerais aussi réfléchir à comment des innovations du Sud peuvent venir nourrir les solutions qu'on met en place ici et inversement. Donc voilà les différents piliers sur lesquels je travaille. Est-ce que vous saviez qu'il y avait du gaspillage alimentaire en Afrique? Est-ce que ça vous semblait être un sujet? Un peu? On n'en parle pas beaucoup.